Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre prochain conférencier, Guy Dubé. Vous êtes amateur de vélo, vous êtes peut-être coureur, cycliste, peu importe, dans mon esprit, vous avez la mentalité du coureur, vous voulez être meilleur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'assister à une conférence dont le thème est trucs et astuces d'entraînement pour s'améliorer d'un gros grand vélo. Quand Annabelle, qui a déjà travaillé pour moi comme kinésiologue, me lançait le défi de vous parler de ces trucs pratiques que l'on peut utiliser pour devenir meilleur, pour se battre soi-même, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder avec vous. Et on est assez ambitieux aujourd'hui dans les 45 prochaines minutes, tout en recevant les questions au fur et à mesure. Et avec les 15 minutes de questions ouvertes à la fin, on va s'attaquer à ce qui, d'après moi, sont les 9 principaux sujets que l'on doit maîtriser si notre objectif, c'est de mieux profiter de ce que l'on fait sur un vélo, de mieux profiter des activités physiques que nous pratiquons pour être meilleur à vélo. Essentiellement pour moi, ce qu'il y a de plus important dans ma perspective naïve à moi, de chercheur, mais aussi d'homme de terrain, d'ex-athlète ou de conseiller d'entraîneur, c'est surtout le point 2 et le point 4, c'est-à-dire de faire le plus souvent possible des entraînements qu'on appelle par intervalle court et des entraînements par intervalle évolué. Nous allons voir ensemble des exemples concrets de séances d'entraînement de ce type-là que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui et qui, je crois, vont vous aider à atteindre l'objectif de vous améliorer d'un gros temps. Cela dit, pour comprendre ce que c'est l'intervalle court et l'entraînement évolué, il faut comprendre ce que c'est que l'entraînement par intervalle classique. Quand un conférencier utilise le mot classique, en général, pour dire ça, c'est dépassé, j'ai quelque chose de mieux à vous présenter. Pas là. L'entraînement classique, c'est bien bon. Il faut bien comprendre avant de parler de formules plus évoluées que sont l'entraînement court et l'entraînement des formules plus modernes. Quand on parle d'entraînement par intervalle court, on est tenté de parler d'une nouvelle forme d'entraînement qui est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé le nano-entraînement. Ça vaut la peine d'examiner les résultats des recherches, bien qu'elles sont embryonnaires, sur cette nouvelle forme d'entraînement, parce que c'est peut-être une méthode d'entraînement de l'avenir. Donc, on va en parler. On ne peut pas faire du vélo 12 mois par année, donc on va parler aussi du ce qu'on appelle dans le monde cerveau croate, le cross-training, aérobie, c'est-à-dire les autres activités aérobies que l'on peut faire pour s'améliorer à vélo. Aujourd'hui, on a des données montrant que la musculation, c'est bien. Les formules d'entraînement de musculation ne sont pas très évoluées. Alors moi, je vais proposer 2 formules d'entraînement que j'ai mises au point qui, je crois, devraient donner de meilleurs résultats que toute autre forme d'entraînement. Quand on sait comment bien structurer des séances d'entraînement par intervalle, la question qui suit, c'est comment je les ordonne dans ma semaine, dans ma saison. Donc on va parler de planification intervallaire et saisonnière. Une fois qu'on a réussi à faire ces belles séances-là, qu'on a réussi à améliorer notre biologie, notre corps, ben on veut récolter les bénéfices que l'on aura développés quand il y a une journée qui compte. Vous avez une sortie particulièrement longue, particulièrement ardue, une sportive, une compétition, le grand défi Pierre-Lavoie, peu importe. On veut à ce moment-là faire ce qu'on appelle un affûtage. L'affûtage, c'est ce que l'on fait dans les derniers jours avant un événement qui revêt une importance particulière ou avoir un pic de performance, comme on dit en anglais. Et si on a le temps, on va parler aussi d'une nouvelle forme de périodisation, une nouvelle forme de planification de l'entraînement annuel qui est assez provocante et qui donne des excellents résultats. Malheureusement, elle n'est pas très connue. C'est ce que l'on appelle la périodisation par bloc. Si on a le temps, on va voir ça aussi. Je n'hésite pas de proposer des questions au fur et à mesure. C'est sûr que le plus grand effort que j'ai fait pour aider des gens comme vous à être meilleurs à vélo, c'est en écrivant ce livre-là. Donc, vous voyez la page d'ouverture, entraînement cardio. Si vous ne l'avez pas lu, ben, vous êtes considérablement désavantagé par rapport à la concurrence. Moi, mon objectif en tant qu'auteur, c'est que vous lisiez, vous allez à la bibliothèque. L'objectif de mon éditeur, c'est pas ça, c'est que vous l'achetiez, peu importe ce que vous dites. Mais ce que je réalise en discutant avec des gens qui ont bien débrouillé ce livre-là, c'est que des fois, je leur propose des formules d'entraînement. Là, ils me disent, hey, je l'ai essayé, puis ça marche, sinon, ben, bon, ton affaire. Je dis, ouais, mais c'est à 123 mon livre. Alors, ils l'ont lu, mais ils ne se sont pas rendus compte. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de colorer verbalement des trucs pratiques. Peut-être que vous avez vu déjà dans l'entraînement cardio, mais ils vont avoir plus de valeur probablement à vos yeux une fois qu'on en aura discuté ensemble. Qu'est-ce qu'on fait en général à vélo? Ben, c'est la raille comme d'habitude. La raille comme d'habitude, ça veut dire qu'on se rejoint un peu tôt le matin, la gang, on se taquine un peu parce qu'il y en a un qui a pris du poids, on regarde l'équipement, on les jaloux un peu de ceux qui ont des équipements un peu plus chers, puis là ça part. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que les plus forts vont donner le train,
ils donnent le relais, les autres pour sauver la face, vont essayer de prendre les relais, mais ils s'épuisent. À un moment donné, on se fait larguer. Au total, on aura fait surtout du continu. Les forts, roule fort en avant. Les faibles, roule fort pour suivre, roule fort pour essayer de rattraper, roule fort pour finir le plus tôt possible. Ça, pour moi, c'est pas très intéressant. On sait aujourd'hui que les gens qui ont l'habitude de faire les rails comme d'âge, et qui vont passer à des formules d'entraînement plus évoluées, notamment des formules d'entraînement centrées sur l'entraînement par intervalle, le cross-training aérobie, la musculation, vont s'améliorer beaucoup. Les recherches qui montrent ça, il y en a beaucoup. J'en prends une au hasard. Celle-ci, qui a été menée par des collègues de l'Australie. On a demandé à des coureurs qui étaient déjà pas mal bons. Si vous avez déjà fait 40 km contre la montre en bas d'une heure, vous êtes pas mal bon. Vous avez un temps de performance franchement en bas d'une heure. Ce qu'on appelle leur puissance aérobie maximale. C'est une espèce de valeur qui nous permet d'estimer comment on est bon sur le plan cardio-pulmonaire. Si vous avez 416 fois, ça c'est pas loin des équipes canadiennes. J'ai des coureurs canadiennes qui n'ont même pas ça. Puis le temps pendant lequel il faut être 150% de leur maximum, ben, c'est un indice de la capacité anaérobie. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a dit à ces coureurs-là, on va soustraire une partie de votre volume en continu, puis on va la remplacer par l'entraînement par intervalle. C'est quoi? On n'a pas ajouté plus de volume, on a gardé le même volume d'entraînement, mais on a remplacé une partie par de l'intervalle. Et ce qu'on a obtenu très peu de temps, c'est des améliorations substantielles, des améliorations importantes. C'est difficile à aller chercher quand on est au haut niveau, mais on a réussi avec eux. Et soit dit en passant, la formule d'entraînement par intervalle qui avait été utilisée dans cette étude-là, elle était même pas bonne. Donc même un entraînement par intervalle pas bon, faisait des répétitions de 6 minutes jusqu'à 8 minutes à haute intensité, c'est pour moi la moins bonne forme d'entraînement par intervalle, mais c'est quand même mieux que je continue, la preuve, ils sont améliorés. Alors des recherches comme ça, il y en a tellement qu'en fait, on en fait à peu près plus. Je suis un des rares physiologiste de l'exercice qui fait encore des recherches sur l'entraînement par intervalle. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus au point de montrer que c'est bon, on est au point de déterminer quelles sont les meilleures formules. Alors quand on a une intuition, j'ai une intuition d'une formule d'entraînement qui est la formule de l'avenir, bien là, on la teste en laboratoire, bientôt on aura des résultats qui vont nous permettre de dire si oui ou non c'est effectif. Il y a une revue franco-belge qui s'appelle Sport et Vie qui m'a commandé il y a quelque temps un article sur l'entraînement par intervalle. Et comme il se doit, c'est un article qui n'est pas paru en un numéro, mais en 2 numéros, par intervalle. Sur ce que l'on sait, et j'ai vulgarisé pour les lecteurs de ce magazine-là, qui dorénavant est disponible d'ailleurs au Québec, de Sport et Vie. C'est une excellente revue de sciences du sport en général, je vous la recommande. Et ce que j'ai essayé de souligner à gros traits dans cet article-là, c'est pourquoi l'entraînement par intervalle est payant. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus grand monde, je ne rencontre plus, moi, d'entraîneurs qui doutent du fait que l'entraînement par intervalle est plus payant que continu, mais il y a des gens qui comprennent quelle est la raison. En fait, il y en a qui pensent que c'est moins ennuyant. C'est vrai, c'est moins ennuyant, mais c'est pas pour ça. Parce que ça ressemble à la compétition, ben oui, une compétition de vélo, l'intensité change comme dans un entraînement par intervalle. Mais même les coureurs de marathon, dont la job est de courir à la bonne vitesse depuis le début, constante, et de mourir, si possible, sur la ligne, pas avant, pas après. Mais même pour eux autres, c'est payant de faire un entraînement par intervalle, donc c'est pas ça. Est-ce qu'on brûle plus de calories? Ben oui, non, peut-être oui, on en brûle un peu plus, mais ce serait compliqué d'expliquer tout ça. Ça, c'est vrai, mais la vraie raison, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a que l'entraînement par intervalle qui vous permet de cumuler un haut volume d'entraînement à une intensité qui est élevée, c'est ça qui est important. Nous, les physiologistes, l'intensité, on ne s'exprime pas en kilomètre-heure, on ne s'exprime pas en minutes, secondes au kilomètre comme nos coureurs, on s'exprime en pourcentage de la pente. Alors, je m'excuse de prendre un jargon scientifique, mais ça a l'avantage de s'appliquer à l'ensemble des sports et non pas seulement le sport. Nous, ce qu'on a découvert là, avec les recherches, c'est que pour développer l'endurance, il faut travailler au moins 75% de ce niveau qu'on appelle la puissance aérobie maximale. Pour développer le VO2 max, il faut travailler de 90 à peu près 110%. Pour développer la capacité anaérobie, il faut au moins de 105%. La recherche nous dit ça. Le hic, c'est que si demain vous vous dites, parce que vous venez de voir que 100% ça a l'air bien bon pour développer le VO2 max, lorsque vous savez que l'aptitude cardio-respiratoire est un déterminant important de la performance à vélo, vous allez essayer de vous entraîner à 100%. Bien, si vous le faites en continu et que vous êtes extrêmement motivé, comme si je vous fouettais, vous allez étoffer cette intensité-là pendant 5 minutes et vous allez complètement cramer, tellement que le lendemain, vous ne serez pas capable de refaire la même chose. C'est pas intéressant. Vous allez cumuler 5 minutes de travail à intensité qui est vertueuse. Notre objectif, c'est de trouver des formules d'entraînement où vous allez cumuler plus de 5 minutes. En fait, on aimerait ça passer 20 minutes dans une séance d'entraînement à 100% du VO2 max pour que la stimulation biologique
soit plus importante et qu'il y ait une plus grande augmentation du VO2 max. Et c'est ça qui fait qu'entraînement par intervalle, c'est la clé. Là, on rentre dans le cœur du sujet, on va tout de suite s'attaquer à la formule classique, pas classique parce qu'elle n'est pas bonne, classique parce qu'elle est simple. Il existe plusieurs formes d'entraînement par intervalle, mais celle-ci, qui est la classique, en gros, ça s'en associe. L'intensité qui est ici exprimée en watts, mais vous pouvez imaginer que ce sont des kilomètres/heure, peu importe. Et ici, vous avez le temps, début d'une séance d'entraînement, milieu, fin d'une séance d'entraînement. Comme vous le voyez, il y a des périodes de repos, comme l'échauffement, le repos entre les fractions d'effort, le repos entre les séries. Et il y a des séries, une série, deux séries, une deuxième, une troisième série. Et dans chaque série, on fait des répétitions d'effort. Ce qui caractérise celle-ci, c'est que tout est square. C'est pour ça qu'on appelle ça classique, c'est-à-dire que l'intensité demeure la même du début à la fin. La durée des fractions d'effort est la même du début à la fin. La durée et l'intensité de la récupération est la même du début à la fin. Et même la récupération entre les séries, elle est la même entre la série 1 et 2 et entre la série 2 et 3. C'est classique, c'est très bon classique. Le problème, c'est comment je peux faire mes choix. Comment je vais décider le nombre de répétitions? Comment je vais décider le nombre de séries? Quelle intensité je dois choisir pour l'effort et la récupération? Est-ce que je récupère de façon passive ou active? Il y a beaucoup de choses à décider. Donc, on a besoin de clés pour ça. Et c'est pour ça que j'ai développé un modèle mathématique qui a l'air un peu compliqué, vous allez voir, il est très simple. Pour appliquer ce modèle-là qu'on va voir tout à l'heure, la première chose que ça vous prend, c'est un test de PAM. Je vais vous expliquer que la PAM, c'est la puissance aérobie maximale. Qu'est-ce qu'on veut dire précisément par là? Ben, c'est la puissance au sens physique du terme, non en watts ou en horsepower, comme votre véhicule automobile. Donc, la puissance que vous développez au terme d'un test progressif qui peut ressembler au suivant. Si vous avez un appareil comme un tax qui affiche le wattage, ou un combi trainer, ou un pédalier SRM, si vous êtes riche, vous êtes jaloux de vous, ou une roue PowerTab, ben, si vous avez quelque chose qui affiche le wattage, c'est que vous vous rendez dans un laboratoire où on a des équipements comme ça. Ben, vous commencez à pédaler à 150 watts si vous êtes de petite stature ou peu entraîné, ou vous allez commencer à 200 watts si vous êtes de grande stature, plutôt lourd et entraîné. Vous voyez, on décide vraiment d'une puissance de départ. Pour vous donner une idée, là, c'est pour un cycliste de moyen, 200 watts, c'est à peu près l'intensité d'un entraînement de 2 ou 3 heures. On peut facilement tenir ça pendant 2 ou 3 heures quand on est en bonne forme. Si on est plus faible et un peu moins en forme, on va tenir 150 watts pendant à peu près le même temps. Donc, autrement dit, une intensité à peu près d'échauffement. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les minutes, on va augmenter de 10 watts. Donc, vous pouvez faire ce test-là vous-même. Vous changez le wattage à chaque minute de 10 watts. Alors, si vous partez de 200 watts, ben, après 10 minutes, vous êtes déjà rendu à 300, ça commence à être difficile. Il va y avoir à un moment donné un palier, un wattage, comme on dit, où vous allez être capable de compléter la limite, la minute, mais ça va tout vous prendre l'énergie dont vous disposez. Et vous ne serez pas capable d'aller plus loin, vous allez vous arrêter. Vous n'êtes pas capable de faire le palier suivant. Le dernier palier complété, on estime que c'est votre puissance aérobie maximale. Est-ce que c'est vraiment ça? Pas tout à fait, on peut faire une erreur parce qu'on n'est pas dans un laboratoire avec des mesures précises, mais on s'en fout. L'erreur qu'on fait, elle est totalement négligeable. Si vous vous rendez à 400 watts, ben, vous êtes en excellente forme. Si vous vous rendez à 300 watts, ben, c'est déjà pas mal bien. Quelqu'un de niveau international va se rendre, dans certains cas, à 500 watts, surtout les plus costauds, genre Magnus Beck. Une fois que vous avez ça, là, vous pouvez utiliser ce modèle-là. Ça a l'air compliqué, c'est la seule partie compliquée de la présentation. Fait qu'attachez comme pour votre ceinture, dans 2 minutes, vous allez comprendre comment il marche. Suivez-moi. En fait, ça ne représente que des choses que vous connaissez déjà. Ici, vous avez la durée des fractions d'effort. On commence avec 30 secondes, on finit avec à peu près 7 minutes. Et ici, vous avez un nombre de répétitions. On commence avec 3 répétitions, on va jusqu'à 30. Puis là, on a des belles courbes. Chaque courbe, c'est une intensité. La rouge, là, c'est celle qui est à droite, c'est 85% de la bande. Puis celle-là, c'est 110% de la bande. Bon, comment ça marche tout ça? Ben, chaque point, prenons celui-ci, chaque point, on peut prendre lui si vous préférez, ou lui, ou lui. Chaque point, c'est une séance. Alors, par exemple, le numéro 1 qui est là consiste à faire quoi? Bien, pour savoir en quoi elle consiste, il s'agit de lire ici puis de lire là. Alors, je constate que la séance numéro 1 consiste à faire 30 répétitions. Après mon échauffement, avant mon retour au calme, je vais avoir 30 répétitions à faire. Comment je l'ai fait, ces répétitions? C'est écrit ici que je l'ai fait sur 1 minute 30. Il s'agit donc d'une séance numéro 1 consistant à faire 30 fois 1 minute 30. Et je prends quoi comme récupération en chaque? Ben, c'est écrit ici. Comme 30, c'est dans cette ligne-là. Donc, 24 et 30.
Ben, les 30 répétitions, je vais les couper en 4. C'est pas comme un entraîneur français dans une conférence que je donnais à Paris il y a quelques années qui disait je comprends maintenant pourquoi j'avais de la misère. Il me dit moi, j'essaie de faire 4 fois 30. Et c'est indiqué ici que la récupération entre les répétitions, c'est 1 minute. Cette fois, on divise ces 30 répétitions en séries. Et entre les séries, on va, peut-être voir quelle série, on va récupérer 3 minutes en chaque. Autrement dit, après mon échauffement, je travaille 1 minute et demie à haute intensité, pas maximum, l'intensité qui est plus élevée que ma zone de confort. J'en profite pour récupérer 1 minute, pour mieux faire la prochaine fraction d'effort de 1 minute 30, et ainsi de suite. Quand j'ai fait 7 ou 8 répétitions, je me donne 3 minutes de récupération avant d'entamer la deuxième, puis ensuite la troisième, et la quatrième et dernière série. Ça, c'est la séance numéro 1. C'est vrai pour toutes les autres. Si vous prenez celle-là, ben, c'est 14 fois 2 minutes. Puis 14 fois, c'est ici, on fait 3 séries, donc 2 séries de 5, 2 séries de 4. 2 minutes de récupération, c'est pas un peu plus long. Puis une récupération vraiment longue entre les séries. C'est comme ça qu'on utilise le modèle. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau ton affaire, mais moi, je n'ai pas un appareil pour mesurer la puissance aérobie maximale. Mais en fait, vous pouvez aller dans un laboratoire, la faire tester, c'est pas très cher. En général, les gens chargent 50 et 200 $. Mais comment vous allez pouvoir l'appliquer à quest si vous n'avez pas d'intérêt qui fait le wattage? Ben, sentez-vous pas coupable de pas en avoir. Moi-même, j'en ai plus. J'en avais, mais j'ai vendu mon équipement. Pourquoi? Parce qu'à force d'utiliser ces équipements-là, on finit par s'auto-calibrer et on peut deviner facilement les intensités. Alors, si vous n'avez pas l'équipement, ce que vous allez faire, c'est que les 30 fois 1 minute et demie, vous allez essayer de trouver une intensité telle que vous allez être capable de faire chacune des fractions d'effort à peu près à la même intensité. Et vous allez vous arranger pour terminer la séance d'entraînement avec un degré de difficulté sur une échelle de 0 à 10 qui est de 10 sur 10. Si vous faites ça, moi je le sais que vous allez être à 85%. Si par contre vous avez un équipement qui affiche le wattage, bien là, vous pouvez tout de suite préprogrammer votre séance parce que si par exemple vous avez 400 watts, vous prenez 85% de 400 watts, vous rentrez ce wattage-là sur votre appareil, et vous allez faire les 30 répétitions. Et moi je sais que ce modèle-là il est valide. Donc je sais que quand vous allez faire la 30e répétition, vous n'êtes pas capable de faire une autre répétition. Est-ce que ça veut dire que quand on fait l'entraînement par intervalle, il faut toujours se pousser à fond? La réponse est non. Ce modèle-là, il est conçu pour des séances où on se pousse à fond. Mais on va voir tout à l'heure qu'on n'est pas obligé de l'appliquer directement. On peut faire un certain pourcentage des répétitions. Par exemple, si je veux faire le numéro 1, puis que je fais 15 répétitions à la même intensité, ben, j'ai fait 15 sur 30. Donc j'ai fait une séance de degré de difficulté de 50%. Je vous dis, si vous faites ça, vous allez être fatigué après. Vous allez avoir une amélioration. Et vous ne serez pas épuisé. Si vous faites 30 répétitions, vous allez vraiment être épuisé. Vous détestez ça. Il y a une chose que je vous invite à regarder, c'est que si vous faites le calcul du nombre de minutes consacrées à 85% avec la séance numéro 1, on totalise 45 minutes. C'est beaucoup. En continu, c'est difficile de tenir ça plus qu'à peu près 20 minutes. Grâce à l'intermittent, vous allez tenir ça 45 minutes. Cette séance-là, qui est aussi difficile, elle est aussi épuisante, consiste à faire 4 fois 6 minutes. On aura tenu pendant 24 minutes d'intensité cible. 24, 45. Ça nécessite à dire que si on choisit des séances dans la partie supérieure du graphique, c'est-à-dire avec un grand nombre de répétitions, les fractions d'effort sont plus courtes. Mais on va travailler en quantité parce qu'on va avoir un gros volume de travail intensité élevée. La stimulation biologique, elle est très importante, vous allez donc vous améliorer davantage. C'est un énorme avantage. Il y a un inconvénient. C'est que si vous vous préparez pour une cycle sportive qui va durer 3 heures, vous devez être capable de tenir une intensité élevée pendant 3 heures. Donc il faut non seulement biologiquement être meilleur, avoir une meilleure puissance aérobie maximale, ce que ceci nous donne grâce à l'intensité, mais vous devez aussi apprendre à maintenir l'intensité. Là, vous n'apprenez pas à maintenir l'intensité parce que, par exemple, dans celle-ci, à chaque fois que vous avez fait 1 minute et demie, vous vous reposez avant d'entamer la prochaine répétition, vous avez 1 minute de repos ou 3 minutes de repos. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des séances en qualité pour apprendre à maintenir. Alors, l'avenir de l'entraînement, dans ma perspective, à moi, d'homme de terrain plus que d'homme scientifique, c'est de commencer la saison en travail en quantité et de poursuivre en qualité. C'est tellement vrai qu'en fait, on devrait même faire des séances où les fractions d'effort sont encore plus courtes et encore plus nombreuses, chose que vous n'avez pas dans mon modèle graphique. Il faut sortir du modèle et essayer autre chose. C'est ce qui nous amène à parler du deuxième des 9 points qu'on va voir ensemble aujourd'hui, l'entraînement par intervalle court. L'entraînement par intervalle court, ça consiste à faire des efforts d'au maximum 20 secondes. Ce qui est le plus courant sur le terrain de sport, c'est des fractions d'effort de 15 secondes. On voit ça beaucoup. Ça peut être 20 secondes si vous préférez.
Et la récupération, dans l'entraînement par intervalle court, en qualité, donc, c'est une récupération qui est de même durée que la durée de l'effort, en l'occurrence 15 secondes, ou d'une durée qui peut être plus longue, mais jamais plus que le double. Donc 15-15, c'est l'intervalle court. 15-20, c'est l'intervalle court. 15-30, c'est l'intervalle court. 15-60, c'est pas l'intervalle court. C'est un entraînement plus discipline, on peut aller plus fort. Cette formule-là, il y a des recherches qui sont menées en Scandinavie, au Japon, aux États-Unis, et c'est même à l'Université Laval, qui ont montré que c'est une formule d'entraînement qui a beaucoup d'avantages. Non seulement pour améliorer la performance, mais aussi pour les gens qui veulent contrôler leur poids. C'est un effet amaigrissant plus important que les autres formes d'entraînement. Comment on le fait maintenant? Comment on structure une séance en 15-15 ou en 15-30? La formule d'origine que je proposais déjà il y a une quinzaine d'années, c'est tu fais ça pendant 10 minutes, tu te reposes. Un autre 10 minutes, tu te reposes, de façon active. Tu termines avec un troisième 10 minutes. Sauf qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais 10 minutes en 15-15, c'est un peu long. L'autre approche, c'est, on fait du 15-15, puis à l'occasion, on en saute une ou deux. Alors, on peut sauter une ou deux s'il y a un feu rouge. On peut en sauter une ou deux si on a réalisé qu'on vient de travailler un peu trop fort. On peut en sauter une ou deux parce qu'il y a une descente. On ne peut pas faire de l'entraînement par intervalle à haute intensité dans une descente, c'est trop facile. On peut en sauter comme ça. Alors, on peut en faire pendant 1 heure. Puis, à l'occasion, quand ça nous tente ou quand ça donne, on saute une répétition. C'est l'intervalle court qui est un peu fartlek, c'est-à-dire que c'est selon comment ça nous tente. Mais si on le fait en spinning, on peut le faire de façon très structurée. C'est avantageux d'en passer plus vite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire 4 minutes en 15-15. Faites le calcul, ça veut dire combien de répétitions? 8. En 4 minutes, vous allez faire 8 répétitions. Et ça, vous le faites donc pendant 4 minutes et vous gardez 1 minute de repos. Ça s'imbrique à l'intérieur d'une période de 5 minutes. C'est pratique. C'est facile à suivre. Ce 5 minutes-là, vous le faites 4 fois. Ça vient de vous coûter 20 minutes en 15-15. Le temps passe très vite quand on fait ça. Ensuite, vous enchaînez avec 3 fois sur 3 temps. Donc, faites du 15-15. Et pendant 3 temps seulement. C'est le fun. La récupération n'est plus 2 minutes, elle est 2 minutes 30. On a plus de temps de récupérer. On est content rendu là parce qu'on a une fatigue accumulée grâce à ces 20 minutes-là. Donc, on est content. Puis ensuite, on enchaîne avec 2 fois 3 minutes en 15-15. 2 minutes de récupération entre les deux séries. Après ça, c'est le retour au calme. Remarquez une chose dans cette formule-là qui rend la formule avantageuse. D'abord, la durée de la récupération s'allonge. Plus on est fatigué, plus on est récompensé par une récupération qui est longue. Du point de vue mental, c'est très avantageux. Il y a une autre chose qui est avantageuse, c'est que le nombre de séries va diminuer au fur et à mesure que ça avance, et que ça aussi, c'est motivant. Et pour vous convaincre, imaginez le contraire. Imaginez que je vous dis que vous allez faire 2 séries sur 3 minutes seulement, et vous allez finir sur 4 séries sur 4 minutes. Oh, là, ça devient un peu décourageant. Donc, c'est peut-être avantageux de le faire sous cette formule-là. Il y a une formule d'entraînement qui ressemble à l'entraînement par intervalle court, mais qui n'est pas dans le même créneau tout à fait, qui fait l'objet de recherches, surtout en Ontario, un peu en Scandinavie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la formule Guy Ballard. Guy Ballard, c'est un collègue qui fait le même genre de recherche que moi en Ontario, puis qui a développé un nouveau paradigme à l'entraînement. J'ai écrit aussi un article dans Sport Elite qui est paru là-dessus. C'est là que je me suis permis de l'appeler nano-entraînement. Je me suis fait chicaner d'ailleurs par un ingénieur qui m'a dit nano, c'est bien plus que ça. OK. C'est quand même plus que ça. Alors, le nano-entraînement de Guy Ballard, Hugo Masseux et son autre collègue de Ontario et de Western Ontario, ça consiste à faire seulement 4 à 8 fois 30 secondes. Mais attention, ce n'est pas un 30 secondes où vous gardez l'énergie. Le premier 30 secondes, vous donnez tout ce que vous avez, comme si votre vie en dépendait. Vous avez 4 minutes de récupération pratiquement passive dans l'étude de Guy Ballard. Ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait la résistance. C'était les vélos spinning. Il enlevait la résistance. Donc les gens tournaient les jambes. Il n'y avait aucun effort physique, c'était juste tourner ses propres jambes. Donc c'est pratiquement du repos total. Et la deuxième répétition, on vous demande encore de donner tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, 8 fois. En fait, on commençait par 4 répétitions. Puis la séance suivante, c'était 5 répétitions. La séance suivante, on s'est rendu ça jusqu'à 8. Et remarquez que 8 fois 30 secondes, là, ça fait juste 4 minutes de travail. La séance est longue, parce qu'il faut faire quand même de la récupération, mais il y a juste 4 minutes de travail. Après seulement 6 séances faites en 2 semaines, il a obtenu des améliorations du VO2max de 3 à 12%. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est astronomique. Il n'y a pas d'entraînement continu ou intermittent qui procure en 2 semaines des améliorations de 3%. Ça prend 1 mois avant de commencer à voir des changements. Et lui, en 2 semaines, seulement 6 séances, il obtient ça. L'endurance, c'est-à-dire le temps pendant lequel
les sujets pouvaient maintenir 85% de leur VO2 max, avait augmenté de 160%. C'est astronomique. On n'avait jamais vu ça. Pour nous, chercheurs physiologistes de l'exercice qui avons appris et surtout enseigné que quand on travaille à haute intensité, c'est pour développer l'aptitude à sprinter, et que pour devenir un bon cycliste qui va faire une épreuve de 3, 4, 5 heures, il faut travailler 85-90% sur des longues frictions de départ, c'est bouleversant ça. Ça, c'est plus une découverte, c'est une révolution dans un paradigme fondamental dans mon domaine, c'est vraiment provoquant. D'où la question, comment ça se fait que le corps réagit sur le plan aérobie en réponse à un entraînement qui n'est pas aérobie, c'est un entraînement qui est anaérobie. Anaérobie des essences d'oxygène, c'est vraiment un entraînement anaérobie. Il y a un collègue ontarien, encore un ontarien, mais pas du même laboratoire. C'est peut-être des compétitions des laboratoires ontariens, un peu comme Québec-Montréal. Alors, c'est un autre chercheur qui s'appelle Peter Lemon, qui en dépit de son nom, c'est vraiment pas un citron. C'est un grand chercheur qui est spécialiste sur le métabolisme des protéines et le rein à l'effort. Vraiment un très bon chercheur. C'est rare qu'il fait des recherches appliquées comme ça, mais lui, il était curieux des résultats qu'avait l'université avec laquelle il s'est en compétition. Et qu'il a mis des hypothèses. Il dit, quand on fait 30 secondes à la Guy Ballard, on a une puissance qui est très élevée au début. Elle chute à cause de la fatigue, on essaie de la maintenir. Mais lui, il dit, à la fin du 30 secondes, il y a probablement un signal qui est envoyé à l'organisme qui dit, hey, ce serait bien fun, j'avais de l'oxygène pour faire le travail que je suis en train de faire, envoie-moi de l'oxygène. Et ça, ce stimulus-là, ce stress-là, il n'arrive pas souvent, il arrive juste une fois dans une séance, mais il est extrêmement violent. Alors son hypothèse, c'est qu'il dit, ça envoie un gros signal d'améliorer le VO2 max, d'améliorer l'endurance. Et c'est pour ça que mon adversaire, Guy Ballard, il parle de lui dans les revues, dans les magazines populaires, puis il ne parle pas de moi. Probablement que c'est pour ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, pour vérifier mon hypothèse, je vais faire un entraînement comme Guy Ballard, et sur 10 secondes, pour priver l'organisme du message aérobie. Il fait son étude, il a ses résultats, il écrit son rapport de recherche, il le soumet à une revue européenne qui s'appelle European Journal of Physiology, dont je suis un des éditeurs. C'est moi le premier qui a reçu un article qui a fait que je suis tombé en mode nage. Parce que les améliorations d'endurance et de VO2 max qu'il a obtenues sont identiques avec les 30 secondes. D'où l'idée du nano-entraînement. On aurait donc peut-être la possibilité de faire des entraînements avec des efforts extrêmement brefs, anaérobie, et de lancer un signal d'amélioration de notre aptitude à l'aérobie. C'est peut-être l'entraînement de l'avenir. C'est ce que disent les journalistes. C'est pas ce que je dis dans mon article dans Sport Élu. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi 8 répétitions? Pourquoi pas 75? Qu'est-ce qu'on fait en parallèle? On a des gros résultats en 2 semaines, après 4 semaines, est-ce qu'on est épuisé? Après 2 ans, est-ce qu'on est vraiment meilleur? Il y a beaucoup de questions sans réponse. Donc, je ne pense pas qu'il faut faire ça demain matin. Et puisque je vous parlais d'entraînement par intervalle court, je me sentais obligé de vous raconter ces résultats-là, parce que peut-être que c'est l'entraînement de l'avenir. C'est un peu le genre de recherche que certains collègues font et moi, ce qui m'intéresse exactement. Donc, Guy Ballard, Hugo Master, c'est. Moi, ma recommandation, c'est de monter à 12 répétitions. C'est pas très le fun à faire, parce qu'à chaque fois, on a un peu mal au cœur, je vous dire. Mais, compte tenu des résultats qu'il a obtenus, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Je peux faire du Lemon, je propose de monter à 12 répétitions. Et il y a un chercheur japonais qui s'appelle Tabata, aucun rapport avec la sorcière de on va les étudier ensemble. Tabata, lui, il avait déjà démontré il y a très longtemps que les séances d'entraînement consistaient à faire 8 fois 20 secondes avec seulement 10 secondes de repos. C'est vraiment très violent. Il a montré que ça améliorait plus le VO2 max et que ça améliorait non seulement le VO2 max, mais aussi la capacité anaérobie. Sauf que cette formule-là, elle est vraiment détestable. Avoir seulement 10 secondes de repos, là, faire 8 fois 20 secondes, ça veut dire que le premier 20 secondes, vous avez du fun, puis le dernier, il faut brailler. C'est vraiment pas. Et en fait, non seulement je déteste la méthode, mais je déteste Tabata. Parce que sur votre écran de téléphone, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Faire du Tabata. Les Américains, comme d'habitude, ils ont étiré la sauce. Alors, il y a même des Tabata qui ne sont pas Tabata. Pas en tout, c'est non seulement faire une intervalle bien ordinaire, mais ils appellent ça Tabata. J'aurais aimé qu'ils appellent ça du 15 minutes. Tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, le plus percutant, je pense, c'est de faire de l'entraînement évolué. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples de séances d'entraînement évolué. L'entraînement évolué, c'est l'entraînement par intervalle. Mais oui, les choses changent entre le début et la fin. C'est le fun, c'est plus motivant. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une que je préfère, qu'on appelle la ultime. Puis je pensais que c'était la meilleure séance que j'avais jamais développée de ma vie.
Mais il y a 2 ans, j'ai développé la Ultime Plus. Récemment, puis c'est quand la Plus? Je suis encore à la Plus, je ne sais pas trop encore. Alors, la Ultime, là, c'est 3 blocs de 3 séries de 3 répétitions. C'est rare qu'on fait des blocs en entraînement, généralement, on fait des séries de répétitions. Mais celle-là, elle fonctionne comme ça. Le principe est le suivant. 3 blocs, premier, deuxième, troisième. Premier bloc, c'est 3 séries, où on va faire du 40-20. 40 d'intensité élevée. Et là, la particularité, c'est que la récupération de 20 secondes, elle va être incomplète. Incomplète parce qu'elle est trop courte. Après 40 secondes d'effort, 20 secondes, c'est pas beaucoup. Mais incomplète aussi parce que vous ne baissez pas beaucoup l'intensité. En fait, vous avez le choix. Vous pouvez la baisser beaucoup. Parce que vous avez travaillé très fort ici, vous la baissez énormément. Ça va être incomplète quand même parce que 20 secondes, vous ne récupérez pas complètement. Ou vous travaillez un petit peu moins fort ici, puis vous en profitez pour ne pas trop baisser dans 20 secondes. Vous avez le choix. Vous pouvez même faire des fois une forme, d'autres fois l'autre forme. Les deux sont payants. Alors, une première répétition, 40, 20, je récupère, 40, 20, je récupère, 40, 20, je récupère. Après ces 20 secondes-là, entre deux autres, je prends un 2 minutes où là c'est vraiment facile. Ça vous a coûté quoi? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, plus 2, ça fait 5. Ces 5 minutes-là, c'est une série. Et vous le faites 3 fois. Ça fait donc 15 minutes, d'accord? Donc le premier bloc, c'est 15 minutes. Le deuxième bloc, c'est exactement la même chose. Troisième aussi, sauf qu'on va changer les temps. On va passer à 30 secondes, 30 secondes. Puis le dernier, c'est 20, 40. Qu'est-ce que vous remarquez? Encore une fois, au fur et à mesure que la séance avance, c'est plus facile. Ici, on travaille longtemps, là, moins longtemps. Là, encore moins longtemps. Mais l'avantage, c'est que la récupération, elle est d'autant plus longue que l'effort est court. Ici, c'est le fun, on peut vraiment se pousser fort. Même si on a accumulé de la fatigue, on peut se pousser fort. Pourquoi? Parce qu'on a juste 20 secondes pour se défoncer. Et on a 40 secondes à intensité entre deux eaux pour récupérer ou presque récupérer, puis un 2 minutes, évidemment, où là, on récupère vraiment de façon complète. Variante de cette formule-là, j'ai des collègues qui préfèrent faire 4 répétitions, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'utilité du 2 minutes pour vraiment se faire une santé. Si vous prenez vraiment 2 minutes de récupération et que vous ne faites que 3 répétitions, vous allez travailler plus fort chacune des fractions d'effort. Si vous faites 4 répétitions par série, il va vous rester rien qu'une minute pour récupérer, vous allez travailler finalement un petit peu moins fort. La préférence, c'est de dire, non, il faut quand même donner un bon repos, travailler très fort, c'est pas grave qu'il y ait moins de répétitions, c'est mieux comme ça. Ça, c'est la ultime. La ultime plus, mauvaise nouvelle, elle ne peut pas se faire si vous n'avez pas un appareil qui fait de wattage. Oubliez-le. Puis même si vous essayez de la reproduire en disant, wow, c'est pas grave que j'ai pas de rétroaction, vous ne vous pousserez pas assez. Ça prend un appareil qui fait de wattage. Je sais que dans la salle, il y en a qui ont les moyens d'avoir ça. Ça peut être un taxe, son trainer. Les taxes sont de moins en moins chères, ça fait vraiment la job, c'est très précis, et au bar top, c'est pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est 9 fois 30-30. À peu près à 100% de sa puissance aérobie maximale, ça prend donc 1 minute. Vous avez une table de 300 watts, vous faites 30 secondes à 300 watts, 30 secondes à 75 watts. C'est vraiment facile, sinon vous ne passez pas par là. Après ces 9 répétitions-là, vous complétez 10 minutes par 1 minute de repos. C'est pas long, c'est bon. On enchaîne avec 8 répétitions en 25-35. C'est plus court, la récupération est plus longue, la récupération est vraiment facile. Et là, vous allez le faire à peu près 50 watts de plus. Il y a un site web canadien, en fait un site web de la région d'Ottawa, qui est connu partout dans la francophonie parce qu'il a gagné 2 prix internationaux pour le meilleur site web de vélo au monde, c'est landro.com. Vraiment très bon. Où j'ai proposé, c'est en fait, je vais proposer le propriétaire du site qui m'a donné la formule parce que j'ai expliqué. Il a expliqué la formule, j'ai été beaucoup critiqué parce que l'augmentation était de 50 watts. Les gens disent que ça réglait en pourcentage de la part. Sauf que quand on est dans des zones d'intensité si élevées, il ne faut pas faire comme les amis belges appellent les poils du petit peu. Pas besoin de couper les cheveux en 4 autrement dit. Vous pouvez augmenter d'à peu près 50 watts, 2 minutes de récupération, 7 répétitions seulement d'effort de seulement 20 secondes avec 40, 50 watts de plus, et on termine avec 6. Alors, pour quelqu'un de niveau de condition physique moyen pour mon âge de 350 watts, là, moi j'ai fait ceux-là, je fais mes 30 secondes à 350 watts, ça à 400, 450, je finis à 500 watts. 500 watts, c'est vraiment difficile, mais c'est que 15 secondes. C'est fascinant parce que quand on fait ça, il y a des drôles de choses qui se produisent, qui ne se passent pas dans les entraînements de sport. Premièrement, vous êtes très essoufflé. Ça, je sais que vous êtes habitué quand on fait l'intervalle, vous êtes essoufflé. Sauf que sur la fin, le stress ventilatoire, il est moins présent. C'est un stress musculaire. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train de faire des squats. C'est les muscles qui brûlent. Bien sûr, il y a des essoufflements, mais c'est plus ça le problème. Ça fait mal aux muscles. D'ailleurs, quand on finit 15 secondes, là,
c'est là où on a l'impression qu'on manque d'air. Mais pendant qu'on fait 15 secondes, on est tellement concentré à pédaler fort que même des fois, il y a des gens qui le font en apnée complètement pour pouvoir avoir plus de puissance pour finir le 15 secondes. Puis là, après ça, on cherche à le faire. Très cardio, très musculaire. Et ça paye. Moi, je dirais que c'était Pierre Hutzebo. Il était dans la salle, il m'a dit qu'il viendrait faire. Pierre Hutzebo, là, c'est compliqué, c'est l'entraîneur de tous les Canadiens qui sont pros sur ce circuit européen. David Veilleux, Boilly, etc., nommez-les, il les entraîne tous. Il est un très bon entraîneur, il était directeur technique de la Fédération canadienne de cyclisme, il a été entraîneur olympique et des médailles olympiques dans ses poches. C'est l'une des personnes les plus compétentes en Amérique du Nord à Vélo. Quand il m'appelle pour me parler des résultats de ses athlètes avec la Ultime Plus, là, il est comme un bébé. Elle est vraiment le fun à faire, mais ça prend un appareil qui est juste wattage. Vous pouvez faire quelque chose qui est aussi violent sur route avec la formule suivante. On roule côte à côte. On roule, on l'a déjà fait d'ailleurs, je pense. On roule côte à côte, vraiment nos mains, il faut qu'ils soient proches, mais on se donne un mètre entre les deux pour ne pas se frapper. Et puis le plus fort va devenir le leader. En général, c'est toi, alors elle est leader, elle va dire OK, puis on va faire un sprint dans 3, 2, 1, 0. Mais avant, elle va dire, compte tenu que je suis plus fort que toi, je vais mettre le braquet qui va me désavantager ou je vais faire le sprint assis, toi tu as le droit de te lever. On utilise des trucs de braquet, des trucs de position qui fait que le plus fort est désavantagé, le moins fort est avantagé. 3, 2, 1, go, on sprint. Une fois que le sprint est lancé, il faut vous asseoir dans la position. Une fois que le sprint est lancé, celui qui est deuxième doit dire stop quand l'autre a un vélo d'avance. Pourquoi le deuxième? Parce que le premier ne voit pas l'autre. Alors, moi je peux vous dire, là, à moins de faire ça avec un jumeau identique, en moins de 20 secondes, vous allez dire stop. Si vous trouvez sur des guides comme il il y a moyen que ces sprints-là soient très courts. Et là, des sprints comme ça, vous en faites 5. Une fois qu'on a fini le sprint, là, celui qui est en avant met les freins, se dépêche à revenir à côté de l'autre. Là, c'est OK, toi, tu vas mettre tel braquet, moi j'ai le droit de me lever, toi, tu n'as pas le droit. 3, 2, 1, go, on repart. On en fait 5 comme ça le plus vite possible. Après, on prend un bon 5 minutes de repos et on enchaîne avec la même chose 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, 5 minutes en chaque. C'est une séance qui va vous faire travailler dans les zones du ballon. C'est très intéressant à faire. Mais ce n'est pas la portée des gens de tout le monde, ça va être une bonne santé et une bonne condition. Je comprends, c'est toujours le même qui est le leader? Je pense que c'est mieux d'avoir toujours le même qui est leader parce que cette personne-là va se concentrer pour voir comment l'avance se prend pour déterminer jusqu'à quel point on a des avantages de leader. L'autre formule qui est intéressante aussi, c'est des sprints aux 5 minutes. Alors, on va faire une fois 4 minutes intenses, on a juste 1 minute pour récupérer. On enchaîne avec 2 fois 3 minutes, 2 minutes de récupération. 3 fois 2 minutes, 3 minutes de récupération. 4 fois 1. Là, je suis en train de me contredire parce qu'il y a quelque chose qui augmente entre le début et la fin, le nombre de séries augmente. Mais ce qui est le fun, c'est que la durée diminue. Donc, l'intensité va aller en crescendo et ça, c'est très payant. Une autre formule que j'ai mise au point qui est très fun à faire, quand vous vous entraînez à 2, je vous recommande de l'essayer. J'espère qu'il n'y a pas bientôt, vous aurez la chance de le faire. Vous allez avec un partenaire, puis là, vous faites, soit on va le faire sur des 30 secondes, mais ça peut se faire sur 40, 50 ou 60. Mais l'idéal, c'est de commencer avec les 30 secondes. Alors, je suis devant Annabelle et je suis small, c'est-à-dire que je vois l'intensité faible. C'est facile pour moi, c'est encore plus facile pour elle parce qu'elle est dans mon abri. Au moment où mon carillon sonne, après 30 secondes, c'est pas moi qui ralentis comme quelqu'un qui passe le relais normalement, c'est elle qui accélère pour passer à médium. Elle s'en va en avant, elle roule à vitesse médium. Dans son cas, c'est à peu près 35-40 à l'heure. C'est moyennement difficile pour elle, c'est encore un petit peu moins difficile pour moi parce que je suis dans son abri. Quand ça sonne, c'est pas elle qui ralentit, c'est moi qui accélère, je vais me mettre devant. Et là, c'est large. Là, c'est vraiment, j'ouvre la machine. C'est très difficile pour moi, c'est difficile pour elle parce qu'elle est dans mon abri. Et ainsi de suite, smart et junior. Comme on est 2 puis qu'il y a 3 situations, si vous avez fait smart, le prochain coup, vous ne ferez pas smart. Vous comprenez? Bon, ça permet de mettre de la variété. On peut faire ça sur du temps, sur quelques minutes, mais ce que je recommande, c'est plutôt de faire sur une distance. Donc, par exemple, pour les gens de la région de Québec, je sais les gens de d'autres régions, si vous connaissez le parcours des équerres, c'est 20 km le tour, ben, ça se fait très bien sur le parcours des équerres, sauf dans la descente, si vous faites dans le sens anti-horaire, sur la descente, vous sautez une répétition tout simplement. Ça, c'est vraiment le fun à faire, c'est payant. C'est une des rares séances qui me pris plus d'une semaine à récupérer. J'ai eu la chance de le faire avec quelqu'un qui était trop fort. L'autre formule que j'ai mise au point, puis je l'ai recommandé à quelques personnes de la région de Québec, et s'il y en a dans la salle qui l'ont déjà fait, vous me le direz, c'est de faire du LSD. LSD, c'est en entraînement par intervalle. Alors la formule est la suivante, on fait 15 minutes là, on s'est chauffé,
Puis on enchaîne avec un 15 minutes rapide. Évidemment, c'est pas un sprint, c'est 15 minutes, mais on augmente l'intensité un peu. Ensuite, 10 lents, 10 rapides, 5 lents, 5 rapides. Là, le calcul, ça coûte 1 heure. Cette heure-là, vous la répétez autant de fois qu'il faut. Quand ma conjointe et moi, on va dans la famille à Rimouski, moi je pars à vélo, puis elle me ramasse à peu près dans le coin de Kamouraska, ça me prend à peu près 5 heures de me rendre là, mais je fais ça 5 fois. Je le fais, je le répète, je le répète. Avec la consigne de le faire à une intensité une coche plus élevée à chaque fois. Fait que la première fois, la première heure, je travaille fort, surtout dans les 5 minutes, je travaille plus fort que les 15. Mais mon 15 minutes de la dernière heure, il se veut plus intense que le 15 minutes de la première heure. Le 5 minutes de la fin, quand j'arrive à Kamouraska, ben, il se veut plus intense que le premier 5 minutes. On essaie d'avoir une crescendo comme ça. Donc on peut faire 2, 3, 4, 5 fois, selon qu'on peut faire 2, 3, 4 ou 5 heures. D'où la question, comment, quand je fais un entraînement par intervalle, comment je dois doser mon effort? Puis là, il y a une erreur qui est courante. Je connais même des entraîneurs, je ne les nommerai pas là, des entraîneurs de la région de Québec qui ont des médailles olympiques dans les poches, qui ont, pendant une conférence que je donnais, appris que l'entraînement par intervalle, c'est pas de tout ça à chaque fois, ils ne savaient pas. Ça vous montre qu'il y a très peu de gens qui savent ça. En fait, pour illustrer mon point, imaginons que vous venez dans mon laboratoire et que je vous dis aujourd'hui, vous allez faire 4 fois 1 minute à haute intensité avec une récupération passive pour être sûr que tout est contrôlé. Puis là, je vous dis, sur votre vélo, on installe sur mon canal au laboratoire, vous avez un piton, puis il y a un plus, puis un moins. C'est vous qui allez déterminer la puissance à laquelle vous allez pédaler. Si vous vous imposez 400 watts, tant pis pour vous 400 watts. Alors, je vais vous faire le test. Vous allez probablement pousser un gros wattage la première fois. Je vous donne 2 minutes pour récupérer. Deuxième, vous êtes fatigué un peu moins. Là, un peu moins. Là, ben, quand même, on ne peut pas filer cheap, comme on dit en bon québécois. Là, vous allez pousser un peu plus. Ça va ressembler à ça. Ça, c'est maximal. Ça mène à l'épuisement parce que la consigne, c'était de vous rendre l'épuisement. Vous en allez chez vous. On va nous au laboratoire 3 jours plus tard après avoir récupéré. Là, je vous dis, c'est moi qui vais appuyer sur le plus et le moins. Et je vais vous imposer une puissance qui est élevée. Vous allez donc faire du intervalle, mais de l'intervalle à l'intensité jaune, pas rouge. Donc une coche en dessous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une bonne stimulation d'entraînement, vous allez avoir une bonne fatigue, mais vous ne serez pas épuisé. Et ça, c'est important pour vous de comprendre que c'est aussi payant que de se brûler à chaque fois. Un entraînement par intervalle n'a pas besoin de mener l'épuisement pour être payant. Vous pouvez même faire un entraînement par intervalle à intensité que j'appelle verte, encore plus bas. Il y a des gens souvent qui me disent la question, est-ce que l'entraînement par intervalle, je peux-tu en faire 1 fois, 2 fois par semaine? Je dis tout le temps. Moi, je ne fais jamais de continu. Les journées de repos actifs, je fais des entraînements en vert. Je fais l'entraînement par intervalle, avec des intensités qui sont faibles, de sorte que je profite des effets bénéfiques de l'entraînement par intervalle, et je me fatigue pas parce que j'ai besoin de récupérer de ce que j'ai fait la veille et de me préparer pour l'entraînement qui s'en vient dans le temps. Ça, c'était le beat de la présentation, mais quand on est cycliste, on ne peut pas faire sur vélo toute l'année, même si on fait du home trainer. Tôt ou tard, on va peut-être songer à faire de la course à pied à l'automne, de la musculation, du ski de fond en hiver. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais je vais vous dire c'est quoi l'essentiel. En fait, les recherches sur le cross-training, elles convergent toutes vers la même conclusion. Elle est très simple, cette conclusion-là. Il y a une question d'entraînement cardio, puis en pleine forme, mon nouveau livre qui est sorti il y a quelques semaines, je l'explique aussi. Les conclusions sont les suivantes. C'est que le cross-training, c'est-à-dire faire une activité aérobie dans un sport pour être bon dans un autre sport, c'est toujours payant. Mais plus vous êtes bon, moins c'est payant. Alors, je ne dis pas qu'Alex Harvey ne doit pas faire du cross-training, mais je dis que le cross-training qu'Alex Harvey fait à vélo, c'est moins payant pour lui que le cross-training que vous faites en faisant du ski pour votre vélo. Moins on est bon, plus c'est payant. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ce qui est déterminant de votre performance à vélo, c'est à la fois central, le cœur des poumons, et à la fois périphérique, les muscles qui font le travail. Et plus on est au haut niveau, moins c'est le central qui est le facteur limitatif, plus c'est le périphérique. Donc, si vous faites travailler votre central, mettons dans le cas d'Alex, en faisant du vélo de montagne, c'est très bien pour le central. Mais c'est plus ça son problème, lui. C'est les muscles. Plus on est bon, moins on est limité par le cœur, plus on est limité par les muscles. Moi, ça m'arrive chez moi de recevoir des athlètes des Canadiens qui font des tests de palme. Et à chaque fois, je pose tout le temps la même question. Je dis, là, tu viens de faire 440 watts. Je t'ai pas posé 450, tu as dit non, tu as arrêté. Je veux que tu me dises c'est quoi qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Ils me répondent tout le temps, ben écoute, j'avais une fatigue générale, j'étais essoufflé. Mais Guy, 460 watts, là, ce serait comme lever 1000 livres. J'ai pas la force dans mes jambes pour le faire, c'est des muscles qu'on lâche. Ça, c'est des athlètes de haut niveau. Monsieur, madame, tout le monde, quand je les évalue, ils me disent, j'avais mal au cœur, j'étais essoufflé. Les jambes, ouais, j'avais mal aux jambes, mais
Non, ça va. Les jambes, ça va. C'est pas les mêmes déterminants. Donc, c'est toujours bien de faire du cross-training. Si vous êtes vraiment bon à vélo, vous avez peut-être intérêt à faire du vélo en hiver. Il y a des cas d'exception. Je me rappelle, il y a eu une année, Marie-Hélène Frémont, alors qu'elle était championne du monde, elle était son entraîneur. Tu me laisses la paix, cet hiver, je veux faire du ski avec mon job, puis je veux réduire l'entraînement sur vélo minimum. Elle a fait 2 séances, des séances qui venaient épuisement sur home trainer. Le reste de la semaine, elle faisait ce que ça tentait. Pas de stress, pas de chrono. Puis c'est moi qui l'ai testé en laboratoire au printemps, avant de commencer la saison. Elle avait les mêmes résultats qu'au lendemain de la dernière Coupe du Monde de la Russie. Elle avait réussi à entretenir ce qui a été visé en faisant du cross-training, mais la condition, c'est quand elle faisait du home trainer, elle le faisait par intervalle à très haute intensité. Est-ce qu'on doit faire de la musculation quand on a pour intérêt, non pas de bien paraître sur une plage, mais de performer à vélo? Ben, il y a 10 ans, je vous aurais dit, je pense que oui, mais je n'ai pas la preuve. La première recherche que j'ai faite dans ma carrière, à l'époque où j'avais encore des cheveux, visait justement à montrer que l'entraînement en musculation pouvait aider la performance à vélo, et j'ai échoué. Toutes les autres recherches qui ont été menées jusqu'à il y a environ 5 à 10 ans ont échoué. Et quand on regarde le protocole qu'on utilisait, moi le premier, il n'était pas bon. On n'avait pas des bonnes méthodes d'entraînement. Maintenant, il y a des recherches qui ont été faites avec toutes sortes de formules d'entraînement, et là, on a mis le doigt dessus. Quand on travaille avec vitesse maximale et avec des charges élevées, donc force, vitesse, on réussit non seulement à améliorer la performance à vélo, mais on améliore même l'efficacité du style à vélo. Et pour moi, physiologiste, je peux vous dire, c'est une grande découverte parce que le consensus jusqu'à il y a 10 ans, c'est l'efficacité du pédalage, ça ne s'améliore pas. Si vous prenez un cycliste moyen, puis vous regardez comment ça coûte d'énergie pour pédaler à 300 watts, et vous prenez un coureur en Coupe du Monde, comment ça coûte d'énergie pour pédaler à 300 watts, il n'y a pas de différence. On est limité mécaniquement, si bien que ça ne prend pas pédaler mieux. Mais on a découvert récemment que la musculation améliorait l'efficacité, c'est-à-dire que ça vous coûte moins d'énergie pour pédaler à, mettons, 300 watts, parce que vous avez fait de la musculation avant, mais pas n'importe quelle forme de musculation. On n'a pas fini de faire des recherches là-dessus, on ne sait pas encore quelle est la meilleure méthode, mais en réfléchissant et en regardant ce qui se fait sur le terrain, je propose 2 méthodes, une qui s'appelle Tequila, l'autre qui s'appelle la Turbo. C'est sûr que nous, au Québec, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas rouler tout le temps, et ça vaut la peine vraiment de faire de la musculation. À cette question-là, dorénavant, on répond oui, c'est bien. Il y a une revue bibliographique qui a été faite par mon ami Igné Ourika, qui est quelqu'un que je peux même pas pire que moi, mais qui est vraiment de très haut niveau, il est en train de meilleur, ça fait tout le monde, il y a beaucoup de médailles olympiques dans ses poches. C'est un basque qui a fait une revue bibliographique sur ce que l'on a dans la littérature sur la musculation chez les cyclistes, maintenant il y a tout. Ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment payant, mais il faut respecter un certain nombre de règles. Par exemple, il faut travailler dans les angles qui sont payants. Regardez l'angle de la jambe, ça c'est Jacqueline Moreau, ceux qui la connaissent, c'est une olympienne qui fait non seulement les jeux d'été en vélo de montagne, mais les jeux d'hiver au sens du monde, qui prépare Sochi en biathlon. Regardez l'angle à laquelle elle travaille. Un angle plus fermé, comme bien des gens vont le faire, c'est inutile parce qu'on n'a pas besoin d'être fort à cet angle-là à vélo. Donc c'est très important de choisir le bon angle. Avant de parler de la formule Tequila et la formule les deux formules que j'ai mises au point, la formule Turbo. Je vais vous montrer une séance de musculation que j'ai mise au point, que vous pouvez faire dans le confort de votre foyer pour vous initier à la musculation. Il ne manque pas beaucoup d'équipement, ça prend un bord à haltère, on ne change même pas de poids. Et qui peut servir d'échauffement pour une vraie séance de musculation. Donc elle a 2 utilités. Alors pour les fins de la vidéo, chacune fait 5 répétitions, mais en fait je vous recommande de faire 10 répétitions. Vous allez voir, il y a 9 mouvements qu'on enchaîne sans repos. Pour vous donner une idée, là, les plus forts dans la salle, les plus costauds, là, après entraînement, après un mois ou 2, vous allez vous rendre à peu près à 60 livres. Vous prendre une barre qui fait 60 livres. Vous allez mettre des tacs chaque barre. Mais au début, on commence avec juste la barre, puis au fur et à mesure qu'on s'améliore, on met plus de poids. Elle enchaîne avec squat, comme elle fait la compétition, ce qu'ils font aussi après un squat avec les jambes un petit peu plus ouvertes. Un peu trop, on refait un exercice qui fait dans l'action beaucoup de masse musculaire. Comme vous remarquez, il y a des exercices où il y a beaucoup de masse musculaire en jeu, c'est les fessiers, c'est les quads, c'est les dorsaux, les épaules. Et whoop, des fois on travaille juste une masse musculaire. Alors, les muscles qu'on travaillait tout à l'heure, surtout au repos actuellement, on travaille d'autres masses. Il y a même des masses musculaires qui ne sont pas utiles au vélo. On fait exprès. On fait une séance qui se veut globale, c'est la préparation physique générale. On n'est pas dans le spécifique pour l'instant. C'est bon pour se préparer à la musculation, c'est bon
pour améliorer sa posture, pour limiter les risques de survie d'eau. Et c'est bon aussi comme échauffement. C'est pas de la vraie musculation, mais c'est un bon point dans la bonne direction. Et 90 degrés, c'est le plus fermé qu'on doit faire comme musculation. Vous remarquez comment elle le fait. Son talon ne touche pas. Pourquoi? Parce que quand vous voulez être fort à vélo avec la cuisse, en même temps, indubitablement, vous êtes en train d'utiliser le mollet. Donc, tant qu'à muscler ceci, on va aussi muscler notre système nerveux. On va dire à notre système nerveux, regarde, quand je veux que tu sois fort là, je veux que tu sois fort là. Donc, elle ne touche pas à la plaque. La seule exception, c'est les gens qui avaient des problèmes de tendon d'Achille. À ce moment-là, on pousse avec le talon pour limiter le stress. On a vu 90 degrés, mais pour moi, c'est passé. Il faut aller aussi à cet angle-là. Parce que si vous êtes fort à vélo seulement à cet angle-là, ben, je ne suis pas sûr que vous allez être fort à l'autre angle. Donc, il faut aussi travailler un angle ouvert. Et là, ça prend des charges beaucoup plus élevées parce qu'on est beaucoup plus fort à cet angle-là. Incidemment, Jacqueline, par exemple, elle avait toutes les plaques. Puis, si son entraîneur, moi, en l'occurrence, c'est dans le gym, il va demander à l'entraîneur d'embarquer par tous ses plaques. Il va les faire, ça peut faire 1400 livres avec les deux lampes. 1400. Et même encore plus ouvert, ça aussi, ça vaut la peine de l'inclure. Donc, si vous voulez faire de la musculation, faites énormément de leg press, faites une belle longue progression pour ne pas vous blesser, par contre, mais faites-le à tous les angles, 90 degrés jusqu'à à peu près 150 degrés. C'est-à-dire ouvert comme ceci. Les mollets, c'est aussi important de les travailler. Et donc, on peut faire ça comme ça. Ça peut être une jambe à la fois, ça peut être les deux en même temps. Et remarquez une chose, je lui demande de tricher. Pourquoi? Parce que jamais à vélo, vous avez besoin d'être fort avec le mollet sans qu'il y ait une action du quad. C'est le même principe que tout à l'heure. Alors, on met un petit travail du quad, gros travail du mollet, au moment où on travaille le mollet. Comme elle, c'est en vélo de montagne, je suis certain qu'il y en a dans la salle. En vélo de montagne, il faut être capable d'endurer des vibrations pendant longtemps. Donc, on a imaginé cette formule-là. Chacune, après les premières Coupes du Monde, elle avait toujours les mains déchirées ensemble. Alors, on a aussi imaginé cette formule-là. Ça renforce non seulement les muscles, mais les os. C'est juste pour la tête qui fait de la main. Et ensuite, on fait des oscillations comme ça pour apprendre à stabiliser les omoplates. Si vous avez des problèmes de maux de cou, de maux d'épaule, c'est important d'apprendre à stabiliser nos omoplates. Là, elle est en train d'écrire l'alphabet. Comme elle parle portugais et en brésilien, ben, c'est pas mal de 23 sur son alphabet. Et quand on fait du travail semi-spécifique, quand tirer sur le bidon, c'est spécifique, mais pas tant que ça. On commence par faire un exercice où on a ce qu'on appelle une course longue. Et remarquez qu'à vélo, vous ne tirez pas comme ça, vous tirez comme ça. Et on enchaîne après ça avec le même exercice, mais en course courte. Et c'est lui qui m'intéresse. L'autre, c'est juste pour dire qu'on l'essaye. Et c'est là qu'on met des grosses charges et qu'on met du stress, parce qu'à vélo, il faut être fort pour tirer comme ça, sinon pas comme ça. On enchaîne avec un peu le même principe, une tirade complète. On ne tire pas comme ça à vélo. À vélo, on tire comme ça. Et là, on prend des poids plus élevés. Jacqueline a semblé, je pense, à 60 ou 80 livres de la pression. Et quand on fait des exercices comme par exemple travailler les dorsaux, ben, on ne fait pas l'erreur qu'on nous enseigne dans les gyms de partir en bas. Parce qu'en bas, on est fort. Quand on arrive à l'angle où on veut être fort, on veut s'améliorer, ben, on profite d'un momentum tel que finalement on ne travaille pas. Donc, on reste dans un angle qui est de là à là. Pourquoi? Parce qu'à vélo et en ski, c'est dans à peu près cet angle-là qu'on a besoin d'être fort. Comment on organise le temps de nos séances? Ben, je vous disais que j'ai inventé une formule que je vous propose, c'est la muscu de turbo. Elle est vraiment avantageuse pour les coureurs cyclistes. Et tous les gens qui je l'ai recommandé me disent que c'est vraiment le fun à faire. Ça consiste à choisir 5 appareils qui vont entraîner 5 groupes musculaires différents. Ça peut être tous les appareils pour les membres supérieurs ou inférieurs, ou ça peut être A, membre inférieur, B, membre supérieur. Toutes les formules sont bonnes. Vous faites 15 répétitions de l'exercice A. Sans repos, vous enchaînez avec 15 répétitions de l'exercice B, et ainsi de suite, sans repos. Quand vous avez fini cette ligne-là, vous ne prenez pas de repos, vous revenez à 14, 13 partout, 12, 11, 10. Il n'y a pas d'interruption. Ce que ça va faire, c'est que ça va être du continu et de l'intervalle en même temps. Du continu parce que vous n'arrêtez jamais, donc le système cardio-pulmonaire, il travaille fort du début à la fin. Mais c'est intermittent en même temps parce que pendant que vous êtes en train de faire B, vous récupérez des masses musculaires qui ont été utilisées dans A, et c'est la même chose, c'est le même principe jusqu'à E, c'est donc très avantageux. Ce que je vous recommande, si vous voulez faire ça, c'est de commencer, comme le premier exercice de A, c'est de commencer avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on veut commencer tout de suite avec une fréquence cardiaque qui va être élevée.
Alors, donner une idée, Jacqueline, quand on fait ça, normalement, le vent est un petit peu plus haut. Non, c'est pas 90 degrés, c'est bon. Elle met dans ses chevilles. Et les poids qu'elle prend dans les mains sont beaucoup plus élevés. Là, pour les fins de la vidéo, on a pris des petits poids. Le but, c'est le suivant. C'est qu'il faut que je trouve un poids qui est tel que, premièrement, je ne me baisse pas les épaules, mais surtout que, en poussant très fort sur le banc, je n'arrive pas à le quitter. Si vous quittez le banc, il va y avoir un snap dans le genou. Et ça peut créer une blessure que les physiothérapeutes francophones appellent le jumper's knee. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, on prend un poids qui est assez élevé, et on fait 15 répétitions de jambe gauche, 15 répétitions de jambe droite. Ça, c'est l'exercice A. Ensuite, on passe à l'exercice. Ça, c'est la muscu de turbo. Essayez-là, c'est vraiment le fun, vous ne perdez pas votre temps. Vous rentrez dans le gym, 25 minutes après, vous avez fait le circuit complet. Vous pouvez faire autre chose après si vous voulez, mais le circuit prend à peu près 25 à 35 minutes. L'autre formule, c'est la tequila. Vous avez déjà vu la tequila? Vous avez mal à la tête, excusez. Vous savez ce que c'est la tequila? C'est un contraste de goût, le salé, l'acide et puis l'alcool. Bon. Alors, c'est un peu le même principe. Ce que vous allez faire, c'est pendant 1 minute, vous allez faire un exercice de musculation qui est spécifique, mais vous allez le faire en force. Si par exemple, vous faites du demi-squat, vous allez le faire lentement, avec des très grosses charges, pour que le muscle soit sollicité en force. La minute suivante, sans repos, vous allez faire 1 minute en vitesse. Alors, par exemple, vous allez vous mettre un banc, vous allez faire des sauts sur banc de chaque côté pour travailler les mêmes masses musculaires, mais en vitesse. Et ensuite, vous allez enchaîner avec du vélo, à cadence basse, moyenne, et ensuite élevée pendant 3 minutes. Ce qui va se produire, c'est que la pré-fatigue occasionnée par le travail en force et le travail en vitesse vont faire en sorte qu'il y a des unités motrices, qu'on appelle des unités motrices, c'est-à-dire des cellules musculaires, que vous auriez normalement utilisées pour pédaler, que vous ne serez pas capable d'utiliser pour pédaler parce qu'elles sont épuisées. Donc, votre système nerveux, votre commande motrice, comme on dit dans le jargon, va être obligé de fouiller puis de trouver des unités motrices qui normalement seraient silencieuses, vous allez les réveiller et dire « Hey, pédale ». La première fois qu'on fait ça, on a l'impression qu'on fait un geste qu'on n'a jamais fait. C'est comme si pédaler était inconnu pour nous. Alors c'est très avantageux parce que justement, ça va brusquer votre système neuromusculaire. Vous allez fabriquer les commandes motrices pour être plus efficace à vélo. On l'a testé en laboratoire il y a plusieurs années avec des cyclistes de haut niveau, des triathloniens. On a obtenu des résultats vraiment très intéressants. Malheureusement, ce n'est pas publié dans la littérature scientifique parce qu'on n'avait pas de contrôle, donc ça a toujours été refusé. Mais on avait des biopsies, on avait des tests de puissance, des tests de performance, et ça a donné des très très bons résultats. L'autre chose que je vous recommande, c'est que si vous croyez que la musculation c'est bon dans l'entraînement aérobie, enfin j'essaie de vous vendre cette idée-là, il y a un muscle qu'il ne faut pas négliger, c'est les muscles respiratoires, le diaphragme, les muscles intercostaux et un petit peu les squelettes. Ces muscles-là qui font la respiration, on les entraîne quand on fait l'entraînement aérobie, parce qu'on respire beaucoup, donc on travaille très fort. Mais ils travaillent en endurance. Un peu comme quand vous pédalez, vos muscles, du pédalage, ils travaillent en endurance. Et on a vu que si vous faites de la musculation, vous allez être meilleur. Les recherches récentes montrent que vous allez être meilleur à vélo, vous allez améliorer votre efficacité, vous allez être plus puissant, vous risquez moins de vous blesser, c'est avantageux. Et pourquoi pas faire de la musculation avec les muscles respiratoires, ça peut être le fun. Et ça a été testé depuis longtemps. Et malheureusement, c'est un secret, c'est probablement le secret le mieux gardé en ville. C'est pas beaucoup utilisé par les athlètes, mais ceux qui le font, ça donne des bons résultats. Alors, il existe des appareils comme celui-ci, ça ressemble un peu à une pile. On ajuste la résistance et pour respirer à travers cet appareil-là, il faut vraiment créer une force qui est importante. Un peu comme il faut forcer pour lever un poids. Donc, on fait de la musculation pour le diaphragme, pour les muscles intercostaux. Est-ce que ça améliore la performance? Ben, le fabricant, quand vous achetez ça, ça ne coûte pas très cher, parce que en passant, j'en ai déjà vu à 25 $, les plus chers, j'ai vu 625, c'est tout à fait raisonnable. Le fabricant, il écrit, si vous faites 6 jours par semaine, 30 répétitions le matin, 30 le soir, vous allez voir des résultats après 6 semaines. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous allez voir des résultats après 2 jours. Oui, parce qu'il va y avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène de fausse précipitation. C'est que l'effort que vous avez fait à travailler vos muscles respiratoires en force va faire que demain, quand vous allez vous entraîner, vous allez être essoufflé, vous allez trouver une espèce d'aisance. Un peu comme si vous venez au gym, que je vous dis aujourd'hui, on va lever 100 livres. Okay? Et vous venez au gym le lendemain, je vous dis, on va lever 100 livres, mais tu vas faire une répétition avant avec 110 livres. Ah! Ben, 100 livres après, il va vous apparaître plus facile. C'est de la fausse facilitation. C'est le même phénomène. C'est vraiment le fun à faire. Je devine qu'il y en a parmi vous qui vont être tentés d'acheter. Vous allez faire un entraînement. Mais je pense qu'il va vous arriver, ce qui est arrivé à tous les athlètes et les Canadiennes avec qui on a donné ça, c'est que vous allez arrêter de le faire. C'est pas dans le folklore, c'est pas courant. Tous les entraîneurs avec qui j'en ai parlé m'ont dit, on est convaincus que ça aide, les athlètes sont convaincus que ça aide, mais ils n'utilisent pas.
Moi-même, j'en ai une, je l'utilise pas. Oui. Est-ce qu'on peut se servir d'une paille pour faire, au lieu d'acheter, pour tester une paille? On peut, tu peux prendre le stylo bic et tu enlèves évidemment qu'il y a dedans. Mais moi, je pense que ça ne vaut même pas la peine, juste à pincer tes lèvres. Ça fait la même. La seule différence, c'est qu'en pinçant les lèvres, tu ne sais pas quelle est la force que tu développes. Donc, tu ne sauras pas après un mois si tu t'es amélioré ou non. Avec cet appareil-là, tu as un ajustement, je pense que c'est 1 à 6. Il déchire. Avec le 1, au début, c'est difficile, puis après 6 mois, tu te rends 6, là, tu sais que tu t'es amélioré. Mais c'est même pas la peine de prendre une paille, juste pincer les lèvres, c'est suffisant. Et s'il vous plaît, faites pas ça en conduisant, puis devant le flot, une fois qu'on sait que l'entraînement par intervalle, c'est payant, que c'est le fun de faire du classique, du cours, du nano peut-être, de l'évoluer surtout, de faire du coaching aérobie, la musculation, et on se pose la question maintenant, comment je vais organiser ça dans ma semaine, dans la saison? Ben, je vais vous dire, moi, c'est pas quelque chose que j'enseigne beaucoup. Pas parce que je connais pas ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus. Puis j'ai beaucoup de collègues qui enseignent beaucoup ça. Et finalement, on a l'impression que c'est scientifique, mais c'est pas très scientifique finalement. On n'a pas beaucoup de données dans la littérature qui nous permettent de dire comment organiser des semaines et des mois. Et c'est plus une affaire de terrain. Mais je vais enlever mon chapeau de scientifique, je vais prendre mon chapeau d'homme de terrain, ça va me permettre de cacher un petit peu ma calvitie. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, la périodisation traditionnelle, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est une simplification d'un plan annuel d'un athlète olympique, c'est une simplification à outrance. Un vrai plan périodisé, c'est extrêmement complexe. C'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. On va simplifier les affaires. Parce que dans le fond, le principe de base, il n'est pas compliqué. Une séance d'entraînement qui est représentée par un bloc, et d'une durée représentée par la base du bloc, et d'un degré de difficulté représenté par la hauteur du bloc. Ce que ça fait, c'est que ça baisse votre niveau fonctionnel. Vous allez faire une séance d'entraînement, vous êtes fatigué. C'est grâce à cette fatigue-là qu'il va y avoir, après la récupération, un petit edge. Vous allez vous rendre un petit peu plus haut que le niveau de départ. Alors, le jeu de la périodisation, c'est d'orchestrer les durées des séances, leur degré de difficulté et aussi les repos. C'est pas pendant l'entraînement que vous améliorez. On a vu ça d'esprit. Quand vous vous reposez après l'entraînement, vous améliorez. Pendant que vous entraînez, vous vous maganez. Et c'est parce que vous êtes magané que vous allez vous améliorer avec le repos. Alors, c'est l'orchestration de tout ça qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Et des recherches pour étudier les millions de possibilités, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on est obligé de deviner, c'est pour ça que c'est le terrain. Chose qu'on veut éviter, c'est que ça aille mal. Des séances trop longues, trop difficiles, pas de repos, là, le niveau fonctionnel, il n'aurait pas diminué, c'est la contre-performance. Puis, je dirais, il y a deux formes de contre-performance. Il y a la personne qui s'entraîne trop, la contre-performance, puis il y a la personne qui est surentraînée. J'ai un médecin qui à la fois me dit, tu fais du surentraînement. Non, je m'entraîne beaucoup, je suis fatigué des fois à cause d'entraînement. Mais le surentraînement, c'est un problème grave. Quand on est surentraîné, ça prend des semaines de récupération, et des fois on ne se relève pas avant des années. Le surentraînement, c'est un phénomène très rare, extrêmement rare. Et quand on essaie de le créer artificiellement, on n'y arrive à peu près jamais. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais on voit beaucoup d'athlètes qui s'entraînent trop, qui sont fatigués. Et le vrai surentraînement, c'est plutôt rare. Alors, comment orchestrer tout ça? Ben, moi, j'ai des suggestions à vous faire. Vous faites un entraînement du lundi au dimanche où vous entraînez une intensité moyenne tout le temps. Ben ça, là, on a de bonnes raisons de croire que ce n'est pas la bonne façon de s'entraîner. L'idéal, c'est de faire un facile suivi d'un dur. Un facile pour pouvoir faire un autre dur. Un repos total pour pouvoir faire un difficile et impressionner ses chums en enrouler sa nuit. Et un autre facile, suivi d'un autre facile avant de repartir. Ça, c'est pour quelqu'un d'un âge moyen. À un âge plus avancé comme le mien, ça se peut que des faciles, ça vous en prenne plus. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, l'entraînement par intervalle, c'est bien beau tout ça théoriquement, mais moi, à mon âge, qu'est-ce que je fais? Bien, en fait, l'âge, ça ne joue pas beaucoup dans l'entraînement. Ça joue seulement sur la récupération. Vous connaissez tous, et vous êtes peut-être même un exemple d'une personne d'un certain âge qui est plus en forme que votre neveu, votre nièce, votre petit voisin, votre petite voisine. Vous savez, c'est comme ça. Hein? Il y a des personnes âgées qui sont en forme, il y a des gens qui sont pas en forme. Ben, la différence, c'est que la personne âgée, une fois qu'elle a fait un entraînement difficile, ça lui prend un peu plus de temps pour récupérer. Des fois, on a besoin de 2 journées d'activité facile ou de repos total avant d'enchaîner. Et ça, c'est pour une personne, je dirais, d'âge moyen. Après 50 ans, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu de repos. Ce qui est très en amont actuellement, en tout cas au Canada, partout au Canada, c'est 3 semaines difficiles, une semaine facile. Les gens, c'est comme une religion. Mais moi, je ne suis pas très religieux, je vais vous dire. Ma formule, c'est pas ça. C'est 2 semaines et demie où on travaille intensivement, puis on se repose pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que 3 semaines, c'est trop long. Et 1 semaine de repos, c'est trop long. Quand je discute avec des athlètes qui ont 1 semaine de repos, après 4 jours, là, on semblant qu'ils s'entraînent
mollo pour faire plaisir à leur entraîneur qui a fait des belles courbes, là, mais ils s'entraînent plus parce qu'ils ont déjà récupéré. Mais moi, j'aime mieux prendre un vrai repos de quelque chose. Pourquoi il est nécessaire ce repos-là? Parce que quand vous vous entraînez dur, vous en bénéficiez parce que vous avez l'équipement hormonal pour en bénéficier. Mais à force de vous entraîner dur, vous allez détériorer votre équilibre humoral, votre équilibre hormonal. Vous allez avoir un petit peu moins de testostérone, même les femmes, c'est comme ça, vous allez avoir un petit peu plus de cortisol. Donc, biologiquement, vous êtes moins apte à profiter de la prochaine séance. Vous êtes capable de la faire, mais avoir moins d'effet, cette séance-là, parce que vous avez affecté votre profil hormonal à cause de l'entraînement que vous avez fait. Donc, à un moment donné, il faut rétablir tout ça. Puis les repos, le mercredi et le jeudi, c'est pas assez. À un moment donné, ça fait un repos qui est plus long. Donc, la formule que je vous propose, c'est 4 jours off. Ces 4 jours off-là, il y en a 2 là-dessus où vous faites vraiment rien. Si vous allez au musée, marcher, c'est correct, là. Mais il y en a 2 où vous ne faites pas d'entraînement. Ça fait les 2 premiers, ça fait les 2 derniers, ça fait les 2 du milieu, c'est pas grave. Les 2 autres, vous avez le droit de vous entraîner, mais vous n'avez pas le droit de faire plus que le quart de ce que vous faites habituellement. Vous entraînez 2 heures d'habitude, ben, vous avez le droit de faire une sortie du quart de 2 heures, une demi-heure, pas plus. Ces 4 jours-là vont rétablir votre aptitude à profiter des séances. C'est pas parce que vous êtes capable de faire une séance que la séance est payante, peut-être que vous êtes fatigué. Oui. Comment vous modulez ça avec l'âge? Avec l'âge. Avec l'âge. De 2 semaines et demie, de 4 jours, selon l'âge, est-ce que vous allongez? Alors, en vertu du principe que ça prend plus de temps à récupérer, on pourrait penser qu'après un certain âge, ce serait peut-être 5 jours qu'on prendrait. Mais sincèrement, je pense que si on prend un vrai bon repos de 4 jours, même à un âge avancé comme le mien, je pense que c'est correct. Une autre façon de périodiser, c'est en hiver, par exemple, si vous décidez d'avoir une bonne saison hivernale pour préparer, pour être en forme déjà au printemps, bien, vous pourriez faire vos entraînements par intervalle à vélo le lendemain de la musculation. Vous allez être un peu affecté par la musculation, mais pas trop. Puis peut-être que vous allez même profiter de l'effet de pause potentiation, comme on l'a vu tout à l'heure, pause facilitation. Donc, moi, je propose de faire un entraînement par intervalle le lendemain de la muscu. Après ça, un vélo facile, muscu, vélo dur, repos total. Muscu, EPI vélo, vélo facile. Puis là ici, on se paye au terme des 14 jours, 23 jours facile. C'est une autre formule qui fait que le repos vient plus vite, mais il est plus court. Il ne vient pas après 2 semaines et demie, il vient à l'intérieur de 2 semaines, il vient 3 jours seulement. Puis on refait ces 14 jours-là régulièrement. L'autre approche, c'est d'oublier le calendrier. Puis là, vous vous imaginez 3 séances. Vous vous dites, moi, là, pour le prochain mois, j'ai une séance A, qui est, mettons, de l'intervalle évolué à la Thibaut sur mon configurator ou mon taxe. B, je vais aller faire du ski de fond. C, je fais de la musculation. Mettons que c'est ça vos 3 formules. Mais vous prenez autant de jours qu'il faut pour récupérer en récupération active. Vous faites l'activité, mais une activité qui va être facile. Ou de récupération passive. Vous prenez une journée off. Alors ça peut prendre, pour un jeune de 20 ans, full testostérone, comme disent les ados, ben, ça va prendre 24 heures. Je m'entraîne 2 heures, puis 22 heures après, je peux faire le même entraînement. On a des coureurs sur piste de l'équipe canadienne qui s'entraînent à Victoria et à Vancouver. C'est une séance menant à épuisement le matin, puis une séance menant à épuisement le soir. Ils font ça 6 jours par semaine, puis dimanche, je fais ça. Bon, vous décidez, ça me fait beaucoup, c'est juste. Oui, en général, à moins de prendre des subterfuges, en général, on va prendre une journée de repos. On va enchaîner avec B, quelques journées de repos, on enchaîne avec C. Une fois qu'on a fait ça, on recommence. On peut faire ça pendant 1 mois, si vous aimez la diversité. On peut faire ça pendant 2 mois ou 6 semaines, si c'est pas grave pour vous qu'il n'y ait pas de diversité. Puis après ces 6 semaines-là, ben on se recrée une nouvelle séance A, une nouvelle séance B, une nouvelle séance C, puis on repart le bal. Pour la planification annuelle, ben là, ça pourrait être long, mais ce ne serait pas très scientifique parce qu'on n'a pas beaucoup de recherche là-dessus. Mais disons que le consensus avec lequel moi je suis d'accord, c'est qu'il faut faire une longue progression modulée selon la forme que je vous ai dit, 2 semaines et demie, 4 jours de repos. Longue progression. Ensuite, une phase intensive. Ensuite, une phase d'affûtage. On va voir tout à l'heure c'est quoi. Un pic. Là, ici, on va piquer après l'affûtage. Ensuite, on fait l'entretien, le repos annuel. Bien, les gens commencent à faire le repos annuel bientôt. Puis, on peut faire aussi un peu de cross-training, faire du ski de fond maintenant. Et après ça, on recommence. Progression au printemps. Une phase intensive d'environ 10 jours. Un affûtage, un pic. Ça, c'est la formule traditionnelle. Mais là, il y a variation sur un même thème. Je pourrais faire comme certains de mes collègues là, qui vont me dire non, c'est comme ça qu'il faut le faire, j'aime pas ça. C'est le principe. Vous pouvez appliquer ce principe-là de plusieurs façons. Et probablement que votre façon est aussi bonne que la mienne. On n'a pas de données à la littérature nous permettant de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre.
Par contre, je pense que quand on fait notre plan de progression, il y a une affaire qu'on peut essayer. C'est peut-être de commencer avec une phase 1, ensuite une phase 2, 3 et 4, où au début, on aurait beaucoup de répétitions de fractions d'effort courts. Ensuite, des répétitions un peu moins nombreuses puis un peu plus longues. Ensuite, moins nombreuses et vraiment plus longues pour finir avec des très longs. Imaginons le contraire, si après un repos annuel, vous commencez à vous entraîner, mettons, je sais pas, mon mois de mars, puis vous dites, OK, Thibaut, il m'a dit qu'il fallait faire l'intervalle, vous allez faire des 5 minutes vite. Mais c'est bien, vous allez apprendre à maintenir pendant 5 minutes une intensité qui n'est pas élevée parce que vous n'êtes pas bon. Moi, j'aime mieux faire 50 fois 15 secondes. Donc, vous amenez bon, puis après, on va passer à une phase 2, une phase 3, une phase 4, où là, vous allez apprendre à maintenir cette intensité élevée-là parce que vous avez biologiquement amélioré votre corps. Il me restait 2 points à voir. L'affûtage. L'affûtage, c'est un sujet qui a fait l'objet d'un livre de mon copain Inigo Morica, qui d'ailleurs un livre là-dessus qui fait école, c'est vraiment excellent. C'est le fun parce que les quelques 30 ou 35 recherches qui ont été menées jusqu'à là sur cette question qui est la suivante, qu'est-ce qu'on fait 10 jours avant un événement, moi qui me suis bien entraîné et qui veux récolter les bénéfices, je veux avoir un pic de performance, toutes les recherches vont dans la même direction, il y a vraiment un consensus, il n'y a pas de contradiction, c'est clair. En fait, le principe est suivant. C'est que ce que vous voulez faire dans les derniers jours avant le jour J, le jour 0, pour obtenir un pic de performance, vous voulez pas de performance dans ça. Ce que vous voulez faire, c'est réduire beaucoup votre fatigue en réduisant votre entraînement. Puis vous voulez réduire le moins possible votre condition physique face à cette diminution d'entraînement. Donc la question, c'est qu'est-ce que je réduis? La réponse, elle est simple. C'est qu'il faut réduire le volume total d'entraînement. La dernière semaine avant l'épreuve importante, il faut couper de 40 à 60 son volume. Si vous coupez plus que 60 vous entraînez pas assez. Si vous coupez de moins de 40 vous entraînez trop. Si vous coupez de 50 plus ou moins 10 points de pourcentage. Il faut garder le volume intensité élevé. Il faut réduire les degrés de difficulté. Ça paraît en contradiction, je le comprends. Alors, c'est ce qui est illustré ici. Avant l'affûtage, votre entraînement normal, vous êtes en phase intensive, vous faites, comme mon ami et collègue de l'Université d'Arles, Richard Pinard, appelle du remplissage. Du volume intensité faible. C'est ce que vous faites quand vous échauffez, quand vous faites du continu facile, quand vous faites une raille comme date, comme je disais avec vos copains. C'est ce que vous faites aussi quand vous récupérez la fraction d'effort, c'est du remplissage. Mais vous faites aussi des fractions d'effort à intensité élevée. L'affûtage qui marche là, c'est de garder le travail à intensité élevée et de réduire progressivement, et non pas de façon abrupte, le travail à intensité faible. C'est ce qu'on fait avec des athlètes de haut niveau pour obtenir un pic de performance. Est-ce que ça paye? Ça paye énormément. En fait, la différence entre faire ça et pas faire ça, c'est à peu près l'équivalent de l'effet de 2 ans d'entraînement. 2 ans d'entraînement. Vous allez me dire, wow, vous êtes chargé un peu. Non, 2 ans d'entraînement. Je vais vous donner un exemple concret, mais pas dans le domaine du vélo. Un coureur à pied qui visait 1h10 ou 20 km, vous voyez que c'est un bon coureur, il ne faisait pas. Il disait 1h11, 1h11:30, 1h12, il se rapprochait, ça dépendait des conditions, là. Mais le mieux qu'il faut faire, c'était 1h11. Il visait au championnat du Québec, 1h10. Il fait un affûtage en respectant ça à la lettre. Il a fait 1h06 plat. 1h11, 1h06. En fait, il a fait son record au 10 km en passant au 10 km en sommet. 1h11 à 1h06, ça prend 2 ans d'entraînement. Donc, un affûtage, c'est extrêmement payant, on va chercher. Si vous faites le contraire, si vous dites, je me repose en faisant plus d'intervalle, mais je fais du petit remplissage pour juste entretenir, pour me présenter à ma cyclo sportive ou à ma compétition ou au grand défi, ben, vous allez avoir une contre-performance. Vous allez avoir une performance qui n'est pas à la hauteur de votre talent. Alors, les règles. Volume total d'entraînement diminué. Volume à haute intensité qui est maintenu. Faible niveau de difficulté. Pas évident, là. Vous allez faire l'intervalle. Il faut que ce soit facile. C'est là l'art de la programmation d'entraînement. Je fais l'intervalle, mais je me repose. Spécifique, je ne suis pas l'excentrique. C'est pas le temps d'aller faire des fentes. C'est pas le temps d'aller faire de la musculation, finir la musculation. De toute façon, la musculation que vous avez faite il y a 5 semaines est encore payante 5 semaines plus tard. Vous pouvez arrêter 5 semaines avant l'événement. Et l'affûtage, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais en général, on dit c'est entre 4 et 21 jours. Moi, les affûtages que je recommande, c'est entre 7 et 10 jours. En général, 7 jours, c'est bien assez. Puis, il y a une idée qui circule, mais on n'a pas de preuve, que plus l'épreuve est longue, plus l'affûtage doit être court. Alors, Ben Johnson, là, bon, on peut reprocher ce qu'il a fait, mais son affûtage avant les Jeux Olympiques, c'était 6 semaines. Pendant 6 semaines, il diminuait son volume. Avant les Jeux Olympiques d'Atlanta, l'équipe canadienne, je faisais un affûtage de 4 jours. Un affûtage, puis il durait 4 jours.
l'épreuve allait durer 6 heures. On va miser sur un affûtage court. Il nous restait un point à voir, c'est quelque chose qui est nouveau. On appelle ça la périodisation par bloc. Ça nous vient d'un chercheur russe qui s'appelle Itsourin, qui habite maintenant en Israël. En fait, le principe est le suivant. C'est que plutôt que de faire un affûtage seulement quand vous avez un événement important, vous faites des affûtages à chaque fois que vous avez un événement. Alors ça veut dire que vous allez travailler en volume pendant quelques temps, quelques jours. Vous allez travailler en intensité pendant quelques jours. Vous allez faire un affûtage, vous allez réduire beaucoup de volume. Puis là, vous allez obtenir un pic de performance. Et immédiatement après, vous allez recommencer. Repos, ensuite volume, intensité, affûtage, pic de performance. Autrement dit, vous allez reproduire sur une échelle courte ce que je vous ai proposé sur une échelle longue. Si vous lisez des articles que j'ai écrits sur l'affûtage il y a 15 ans, vous allez lire que je recommande de faire maximum 3 affûtages par année. C'est ce que je croyais. Quand Itsourin était avec ça, je me suis dit, il est malade. Un affûtage, c'est pas bon parce que tu réduis tellement ton entraînement et tu finis par avoir un effet de backlash. Le coureur que je parlais, là, il a été bon en faisant 1h06, il a fait 1h5, 23 la semaine suivante. Et après, il y a eu une petite baisse dans sa performance. Pourquoi? Parce qu'il avait réduit son volume. Donc, moi, je me disais, on ne peut pas faire ça 3 fois par année. Mais il m'a convaincu. Et Inigo Murica, qui est le plus grand spécialiste au monde sur bien des affaires, mais surtout l'affûtage, parce qu'il a son doctorat là-dessus, il est d'accord aussi avec ça, il en parle dans son livre. Donc, c'est la formule d'avenir. J'avais tort, aujourd'hui, j'admets qu'il y a moyen de faire cela. Alors, en conclusion et pour terminer, on a vu que l'entraînement, c'est pas payant, mais c'est encore plus payant si on mise sur l'entraînement par intervalle. Peut-être que l'avenir, c'est ça, mais pour l'instant, si vous l'essayez, essayez-le. Mais je vous demande plutôt de mettre l'accent sur l'entraînement par intervalle court et les formules évoluées qu'on a vues ensemble. Puisqu'on ne peut pas pédaler à l'année, c'est peut-être intéressant de faire du cross-training, surtout si on n'est pas très bon. Si on est très bon, ben là, il faut faire attention de ne pas trop insister là-dessus et se garder du temps pour le vélo. La musculation, ben, on n'a pas encore la formule idéale, mais la formule Tequila et la formule Turbo me semblent assez porteuses. Tequila, c'est un peu compliqué à faire, mais Turbo, c'est très facile à faire. On a vu que la planification hebdomadaire, ben, il faut s'accorder des temps de repos à l'intérieur d'une semaine, à l'intérieur d'une période de 2 semaines et demie. S'il y a des événements importants qui sont importants pour vous, il s'agit de faire un affûtage à chaque fois pour avoir des bons résultats. C'est le message que je voulais livrer. Je vous remercie de votre attention. Merci.